Bienvenue dans Conversation sous la tente, un podcast présenté par Gore-Tex et Au Vieux Campeur. Pour ce premier épisode, on reçoit Catherine Destivelle. Après avoir été à l'avant-garde de l'alpinisme français, elle partage aujourd'hui sa vie entre Paris et Chamonix, ses deux capitales de naissance et de cœur. On ressent son énergie d'emblée. Elle parle lentement mais sûrement, ses yeux clairs sont précis, et ses gestes trahissent une vie passée à attraper des prises compliquées et à ne rien lâcher. Désormais, elle se consacre à sa maison d'édition, tout en gardant un pied en montagne, même si elle aimerait y être plus. Avec elle, on parle de sa vision de l'alpinisme, son amour du matériel, le tout sans nostalgie, car Catherine va de l'avant, toujours. Conversation sous la tente. Ma toute première fois sous une tente, c'était dans le jardin de la maison de vacances de famille. C'était une Canadienne que mes grands-parents nous avaient offert. Et voilà, c'était une petite tente bleue avec deux mâts et des piquets, enfin des sardines, on appelait des sardines à l'époque, pour tendre la toile. Et il y avait une fermeture éclair assez grosse au milieu. C'était où ? Alors c'était dans le nord, entre Boulogne-Calais, dans un petit village, et c'est une maison qui est en bord de mer. Donc voilà, on a dormi là, non, on n'a pas dormi là, on avait peur, mais on a fait la sieste. Et la toute dernière fois que tu as dormi sous une tente ? La toute dernière fois que j'ai dormi sous une tente, oh là là, c'était... sous une tente en bivouac total, c'était au mois de juin dernier, il y a un an. Il y a un an, on va dire. Voilà. Dans quelles circonstances ? C'était pas sous une tente, c'était un bivouac en montagne, c'était avec Liv. Liv, c'est Liv Sansose, une grimpeuse et alpiniste installée à Chamonix. Où on essayait l'intégrale de Peutret ensemble. Voilà. Et vous avez réussi ? Non, on a arrêté en haut de la Noire. Ouais, donc vous êtes quand même monté un peu. Oui, mais on a eu des petits soucis parce qu'en fait, Liv faisait un bout de film et du coup c'était un petit peu lent, et etc. Et oui, tu parles d'un bivouac en montagne avec la différence avec une nuit sous la tente. C'est vrai que c'était une question que je voulais te poser. Quand on dort en montagne, c'est pas forcément des conditions de camping à la mer, quoi. Ah c'est différent, mais on est équipé quand même. Hein. La tente, on ne l'a pas prise parce que c'était trop lourd, mais c'était magnifique. Il y avait une belle étoile, il faisait beau, c'était magique. Et techniquement, comment ça se passe ? On met un matelas isolant, un matelas soit à mousse, si on veut pas qu'il se crève, ou ceux qui se gonflent, qui est autogonflant, là, faut avoir des rustines avec soi si on veut pas risquer de le crever. Et voilà, puis on se met dans un duvet. Alors le duvet, on le choisit en fonction du portage déjà. Prendre le plus léger possible, et faut voir la météo, savoir s'il va faire froid, chaud, enfin bref, du coup on adapte un peu l'épaisseur du duvet en fonction de ça. Après on peut se dire aussi je vais passer une nuit pas trop confortable, mais tant pis, je gagnerai du temps dans la journée de toute façon en ayant un duvet moins lourd. Mais donc après c'est des choix. Les alpinistes ont souvent faut avoir un peu les moyens, mais un duvet en fonction de la course. Et moi j'ai 3 duvets en gros. Il y en a un très léger, vraiment léger, un dépannage, un où je peux supporter un peu dormir au frais, et puis l'autre c'est par des températures de -20. Mais je pensais au portaledge ou à des trucs comme ça. Tu dors aussi en paroi, parce que là, si tu parles de mettre un matelas, ça veut dire que tu as trouvé un endroit assez plat, quoi. Dans la Noire, on peut trouver plein de plateformes, ça c'est pas un souci. Par contre, dormir en portaledge, je l'ai fait aussi, c'est assez confort. Hein. Là, du coup, on risque pas de crever le matelas parce que c'est pas sur du rocher, c'est sur de la toile qui est tendue comme un brancard. Et du coup, ça c'est confort. En plus, on peut mettre une petite tente par-dessus pour se protéger du vent. Non, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien les plateformes.
Et c'est lourd, c'est... Ben oui, c'est lourd. Après, c'est un choix. Pour faire des parois verticales, ça peut être sympa. Pour passer, si on sait qu'on va passer beaucoup de temps, c'est assez agréable. Par contre, si on décide de le faire dans la journée, on prend pas de plateforme, quoi. Enfin, souvent on fait ça dans des grandes parois Yosemite, on le fait beaucoup. Moi, je l'ai fait dans les drues parce que j'ai ouvert une voie toute seule pendant 11 jours, donc c'était quand même, comme en plus la partie que j'avais choisie était super lisse, donc compacte, et j'ai trouvé que c'était plus agréable d'avoir un porte-ledge, quoi. C'était plus simple. Comment tu décrirais un peu ton parcours et tes grandes réalisations à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que tu as fait dans ces années-là? En fait, j'étais kiné à 20 ans, j'ai bossé, et puis il y a un réalisateur de film qui m'a contacté pour me demander si je pourrais grimper pour un film d'escalade dans le Verdon. Voilà, du coup, je me suis dit, tiens, ça peut changer de mon métier. Et j'ai décidé d'aller faire ce film, mais me demander de faire une difficulté assez difficile. C'était du 7C à l'époque, aucune femme n'avait fait de 7C encore. Bon, c'était un passage court, comme je sortais de Fontainebleau, je me suis dit, j'ai des chances d'y arriver quand même. Donc je me suis entraînée spécifiquement pour ça, donc j'ai confié mes malades, je suis partie, voilà. J'ai réussi à faire le passage, ça s'appelait Il Pericoloso Sport Jersey, à l'époque, ce film. Et la voix, c'était Pichnibul. Et donc on a fait le tournage, et après je suis allée à la première compétition d'escalade que j'ai gagnée. Donc là, tout d'un coup, comme c'était la première qui existait, vraiment, je suis devenue, j'ai eu des photos partout, quoi. J'étais la star, et j'ai eu des sponsors qui sont venus, et ça a commencé comme ça, en fait, en gros. Puis après, je suis retournée aux compètes, je fais la compétition pendant 4 ans, puis après je suis retournée en montagne, des choses que j'avais fait beaucoup quand j'avais entre 14 ans et 20 ans. Et puis, j'ai d'abord en Himalaya, puis ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai fait en solo le pilier Bonatti, dans les drues. Donc en solo, ça veut dire sans assurance. Puis après, j'ai voulu ouvrir une nouvelle voie. Alors, dans la face ouest des drues, c'est là que ça a mis 11 jours. Puis après, j'ai gravi en hiver et en solitaire les 3 faces nord les plus connues, on va dire. C'est la face nord des Joras, la face nord de l'Eiger et la face nord du Cervin. En essayant à chaque fois de faire une méthode un peu différente pour qu'on dise pas à chaque fois que c'est une première féminine. Justement, j'allais embrayer là-dessus, mais je pense que c'est une question aussi qu'on t'a beaucoup posée. C'est quoi la différence d'être une femme dans ce milieu-là, et est-ce que ça t'a apporté quelque chose, ou est-ce que ça t'a un peu retiré quelque chose, dans le sens donc on parle de toi parce que t'es une femme? Justement, je voulais pas qu'on parle de moi parce que j'étais une femme. Du coup, j'ai fait attention à ce qu'on parle de moi par rapport à la performance, et j'ai essayé de faire des choses que même si un garçon l'avait fait, on en aurait parlé. Donc voilà, c'est pour cette raison. À part les drues, ou quand j'ai grimpé en solo le pilier Bonatti, il n'y avait quand même pas 36 000 personnes qui l'avaient fait. On était 3 à l'avoir fait en solo intégral. Bon. Après la face nord de l'Eiger, je me suis dit, je vais le faire sans reconnaissance, à vue. À vue, ça veut dire sans avoir grimpé une fois avant la paroi. Donc je suis partie toute seule en plein hiver. Là, en hiver, c'est pas pour la sécurité, je voulais pas de chute de pierre. Et je voulais les faire dans la journée aussi, mais sans repérage. Donc ça c'était jamais fait. Et puis la face nord de l'Elgeras, je voulais le faire en hiver et en solitaire, ça s'était jamais fait non plus. Sauf qu'un jour avant moi, il y avait Hugues Bozil qui était parti avant moi, mais bon, c'était pas grave. On s'est suivis, je savais pas qu'il y allait, on s'est retrouvés tous les deux à un jour d'écart dedans. Et donc j'ai pas fait la première tout court, j'ai fait du coup la première féminine à un jour d'écart. Et puis le Cervin, là j'ai fait la voie Bonatti qui avait jamais été répétée après Bonatti qu'il avait ouverte en 65. Bon, c'est pas une première parce qu'il l'avait déjà ouverte, mais voilà, personne ne l'avait jamais fait après. Voilà, bon, des choses comme ça. Voilà, j'ai essayé d'avoir des performances dont un garçon n'aurait pas honte. Conversation sur la tente.
Et toi, t'es quelqu'un qui aime le froid ou parce qu'en montagne on a froid, ou qui le subit parce que t'aimes la montagne? Oh non, moi je suis pas frileuse, j'aime bien le froid. Je peux supporter. Les orages, j'étais par -20. Je grimpais par -20. Je suis assez costaud au froid, ouais. Je peux grimper sans gants par -20. Ça me dérange pas trop. Non, j'aime bien le froid, ouais. Ouais, ça me dérange pas. Après, à partir du moment où je suis couverte, je vais pas non plus. Je suis bien couverte. Mais j'aime bien l'hiver parce que c'est tranquille. C'est plus sûr aussi par rapport aux éléments. Enfin, ça bouge moins qu'en été. Et voilà, puis il y a moins de monde. Donc moi, j'aime bien l'hiver, ouais. Comment ça s'est développé ton rapport avec la nature? C'est tes parents qui étaient des sportifs qui aimaient ça, ou c'est toi toute seule avec des copains? Comment t'as développé ce rapport? Le rapport avec la nature, c'était avec les parents. Moi, j'habitais en banlieue sud, à Savigny-sur-Orge, dans une cité qui s'appelait Grand-Vaux, qui existe toujours d'ailleurs. Et tous les week-ends, mon père travaillait au CNES. Il était ingénieur là, en l'aérospatiale, et tous les week-ends, on allait à Fontainebleau. Donc moi, je suis l'aîné de 6. Donc ils emmenaient de la tribu tous les week-ends à Fontainebleau, s'aérer. Bon, non pas que là où on habitait, il y avait quand même pas mal d'air et d'espace, mais mon père aimait bien se promener, puis grimper un peu, parce qu'il avait appris à grimper dans son école d'ingénieur. Et du coup, j'ai commencé très jeune, à 4 ans, j'étais sur les rochers, quoi. J'ai fait que du bloc quand j'étais petite. C'est sympa le bloc pour les enfants, parce que voilà, on grimpe, on saute, on joue. Moi, je grimpais pas au départ. Quand on est enfant, on joue. On jouait, j'ai beaucoup joué dans les rochers. Et du coup, j'ai appris à bouger naturellement sur une surface verticale, quoi. Donc ça, pour moi, ça a été super, un bon atout pour la suite. Je ne savais pas que je deviendrais ce que je suis devenue, mais en tout cas, depuis toujours, j'ai toujours grimpé. Entre 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai fait pas mal de choses à Fontainebleau, dans les blocs assez durs. Et puis ensuite, en même temps, j'allais aussi en montagne, où j'ai pu acquérir pas mal d'expérience entre 13 ans et 20 ans, on va dire. Parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de montagnes. Mon père, mes parents, tous les étés, on allait un mois à la montagne et un mois à la mer. On était gâtés, mais on avait une maison de famille à la mer. Mais un mois à la montagne, mon père aimait beaucoup la montagne et du coup, on allait beaucoup se promener. Mais un jour, il y a un copain de mon père qui est venu et qui nous a emmenés faire l'index. Et là, c'était assez magique. J'ai adoré. Et lui, il était en tête. Il s'appelait Jacques. Et moi, j'étais derrière avec mon père. Et voilà, je me débrouillais bien, j'aimais bien. Et ces souvenirs m'a permis de courir un peu après ces montagnes, en fait. Conversation sur la tente. Comment tu te présentes aujourd'hui quand on te demande quel métier tu fais ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand j'ai pas envie de parler, je dis que je suis éditrice. C'est plus simple. Quand je dis que je suis alpiniste professionnel ou voilà, là ça interpelle et du coup j'ai plein de questions. Mais si je vais être relax, je dis juste que je fais des bouquins en ce moment. Alors bon, après ça dévie quand on me demande des bouquins de quoi. Alors, je dis bon bah oui, un peu de montagne, voilà, et du coup non. Puis après je dis je suis conférencière. Et tu disais, je dis pas que je suis alpiniste parce que ça entraîne beaucoup de discussions et de questions, mais c'était justement une question que je voulais te poser. Qu'est-ce que c'est l'alpinisme? L'alpinisme, c'est l'art de parcourir les montagnes en affrontant les plus grands dangers avec la plus grande prudence. Ça, c'est Daumal qui l'a écrit. Et il a dit, cet art, c'est l'accomplissement d'un savoir dans une action. En fait, là, voilà. L'alpinisme, c'est d'aller aller parcourir la montagne sans prendre de risques. C'est cet art. Parce que je te pose la question parce que ça peut sembler trivial, tout le monde sait à peu près ce que c'est une montagne, tout le monde voit à peu près ce que c'est de marcher en montagne, tout le monde voit ce que c'est un pic, mais je crois que c'est assez dur de sentir la difficulté ou la technique qu'il faut pour monter vraiment en haut d'une montagne ou de choisir une voie pour y monter. Alors moi, l'alpiniste, je dirais que c'est avant tout un jeu avec la nature et
moi là, je viens d'écrire un livre qui s'appelle L'alpinisme, tu connais, c'est pour les enfants. Et ce que je dis, c'est qu'au début, déjà aller au refuge, un refuge ou un lac, c'est l'aventure. Après, on peut aller un peu plus loin, se dire tiens, on va choisir des sommets évidemment faciles pour explorer. Et ce qui est amusant, c'est de gérer justement l'effort, de gérer, savoir où sont les dangers pour pas se mettre dans la gueule du loup. Donc il faut apprendre. Hein. On ne fait pas ça de façon... c'est pas inné. Quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas pourquoi c'est un endroit là où on est, c'est potentiellement dangereux. Il faut savoir que des séracs, par exemple, peuvent tomber et arriver loin. Des chutes de pierre, c'est pareil. Il y a des animaux aussi en montagne. Il faut s'en méfier un petit peu quand on est dans des parois un petit peu raides. Ils peuvent lancer des pierres parce qu'ils ne veulent pas vous voir. Enfin, il y a plein de choses à connaître et du coup, il faut jouer avec tout ça. Le but du jeu étant de rentrer à la maison sans avoir déchiré le pantalon. T'es quelqu'un qui aime bien gagner 20 grammes sur un mousqueton ou avoir un mousqueton rose ou tu t'en fiches un peu? Ah non, moi j'adore le matériel. Je suis up to date, comme on dit. Tout mon matériel, il est actuel. Enfin, je suis à l'écoute de tout ce qui se passe pour ça. Parce que c'est comme le bricoleur. Hein. Va pas là, va bricoler avec du matériel nul. Quoi. Donc aller en montagne avec du bon matériel, c'est le plaisir, quoi. C'est on a les outils, c'est que du plaisir. Et ça, j'adore. T'as pas de fétiche, t'as pas de doudou du matériel, quoi. Non, j'ai pas de fétiche. Non, moi non. Je me dis, mais qu'est-ce que je faisais avec ça truc-là? Mais à l'époque, c'était comme ça. Et les mousquetons pesaient beaucoup plus lourd. Les baudriers étaient lourds aussi, moins solides aussi. Non, tout a beaucoup évolué, mais les vêtements, c'est pareil. Les fibres synthétiques sont géniales, quoi. Voilà, il faut vivre avec son temps si on veut progresser aussi. Que si ça peut me donner parce que moi, j'ai de l'expérience, mais de l'expérience plus un bon matos, je peux rester au niveau de gens qui débutent, quoi. Enfin, débutent, qui sont très très forts, mais qui connaissent pas, qui n'ont pas assez d'expérience pour se préserver. Parce qu'en fait, moi, je vois, quand je reprends l'escalade... Pourtant, je ne suis pas forte, je ne suis pas capable maintenant d'enchaîner 3-4 tractions. Mais quand je suis sur le rocher, y en a qui font 20 tractions, mais ils n'arrivent pas à passer là où je passe. Donc du coup, la technique et le matériel va faire les différences. Hein. Ce qui a évolué, c'est les vêtements, le poids des vêtements, la technologie des vêtements qui sont plus chauds, plus légers, plus protecteurs, plus... tout est... Les casques, c'est pareil, c'est beaucoup plus léger. Les chaussons d'escalade, alors même les chaussures d'escalade, c'est hallucinant maintenant. On a des petites chaussures, on dirait des baskets. C'est génial. Et moi, je prends plaisir. Marcher avec ça, c'est moins fatigant. Hein. Et... c'est tout est là-dedans. Au printemps, quand l'année dernière, quand je m'entraînais avec Liv pour aller faire ça, elle m'a dit tiens, on va mettre ces petites chaussures là. Franchement, quelle différence, quoi. C'est beaucoup moins fatigant. Et donc ça aide quand on manque de forme. Et puis quel plaisir. Voilà. Donc là, les chaussures, moi j'ai trouvé ça super important. Pareil, les bâtons. Alors maintenant, j'adapte les bâtons. Moi, c'est surtout pour la descente, à la montée. Après, chacun fait comme il peut, mais où il veut. Mais moi, la descente, je préserve mes genoux, donc j'essaye de prendre des bâtons. Par contre, à la montée, quand je reprends, j'essaye de pas les prendre pour muscler un peu. À la montée, c'est voilà. Donc, qu'est-ce qui a évolué? Les sacs à dos aussi, les matelas, les sursacs, les duvets, pareil. Tout s'est allégé et plus performant. Donc, moi j'adore le matériel, donc mon garage, il en est plein. Conversation sur la tente. Une fois, j'ai fait tomber, c'était dans le face nord du Cervin, j'ai fait tomber un petit sac avec mes gants de rechange et voilà. Donc ça, c'était un peu ennuyeux.
Mais bon, comme je l'ai dit, je suis résistante au froid, donc ça m'a pas empêché de continuer, mais ça m'a un peu chagriné. Bon, c'est un matériel qui peut être important pour les doigts, quoi, pour pas se geler les mains. Mais voilà, non, j'ai toujours fait... Ah si, une fois en Himalaya, j'étais au Makalu, j'ai pété une paire de crampons à 7000 mètres. Et là, c'était... Oui. Ouais, là, c'était pas bien. Donc c'est Eric qui est redescendu au camp de base, qui est revenu me l'importer. Enfin, c'était un peu compliqué, ouais. Mais là, t'as pas de solution de rechange, c'est pas comme des gants, tu peux pas prendre 2 paires de crampes, enfin tu peux pas tout doubler non plus. On peut pas tout doubler, mais c'était un prototype que j'aurais dû me méfier. C'était à l'époque qu'ils avaient essayé de faire des crampons avec une semelle en plastique. Voilà, et donc c'est en fait à cette altitude-là avec le froid, et j'ai voulu taper mon pied sur un bout de rocher, pouf, il a explosé, quoi. Donc ouais, à la fois je faisais confiance au matériel, enfin aux fabricants, puis j'aurais dû prendre que du métal, quoi. Comment tu as découvert le vieux campeur ? La première fois que tu es rentrée dans un magasin en tant que parisienne ? J'ai découvert le vieux campeur, j'avais 11 ans, 12 ans, très jeune, hein. À 12 ans, dès que j'ai fait partie des cadets, pour acheter mon sac à dos. À l'époque, c'était un sac à dos en forme de poire, enfin de randonnée en fait, avec des poches et tout, c'était nul, mais bon voilà. Et puis acheter mes premiers chaussons d'escalade, qui étaient au début, mes parents m'avaient offert pour Noël des RD. Les RD, c'était des chaussons d'escalade, mais en cuir, et en fait qui n'étaient pas top. Alors mes parents pensaient bien faire parce que c'était du cuir, mais les EB étaient mieux en toile et mieux sur le rocher, en tout cas plus précis. Et donc très vite j'ai eu des EB après. Et non, le vieux campeur, j'y allais dès que j'avais un moment. Alors moi, j'habitais Saint-Yves-sur-Orge, j'y avait la ligne directe jusqu'à Saint-Michel, et du coup j'allais très souvent au vieux campeur, ouais. Et le vieux campeur m'a soutenu très jeune. Et depuis que j'ai 15-16 ans, il m'a toujours soutenu dans mes projets et dans ma carrière, en fait. Enfin, je collabore avec eux. Enfin, en tout cas, ils m'aident depuis, on va dire combien de temps, 35 ans presque. C'est fou, quoi. et voilà, du coup, pour moi, c'est une longue histoire. Et le vieux campeur, de toute façon, a toujours été le magasin des alpinistes, des vrais alpinistes. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que le vieux campeur s'est installé à Paris. A été créé à Paris, et à Paris les premiers grands alpinistes viennent de Paris. En 1919, il y a le groupe Haute Montagne qui a créé un club, c'était l'élite des alpinistes, et c'était tous des Parisiens qui allaient ouvrir des voies en montagne, en rocher essentiellement, puisqu'ils s'entraînaient tous les dimanches à Fontainebleau, donc ils étaient beaucoup plus forts que les guides de montagne. Et ils arrivaient là-bas et ils faisaient des exploits. Et donc, y a eu un groupe important qui s'est créé ici. Du coup, le vieux campeur, je ne sais plus en quelle année il s'est créé, en 40... En 46. 46, c'est devenu le magasin de matériel de montagne. Au début, c'était Pierre Alain qui avait inventé les chaussons d'escalade, et mis au point les chaussons d'escalade, qui avait mis au point les doudounes pour la montagne, qui avait mis au point le mousqueton en aluminium, qui a allégé tout ça. Et il avait, lui, un magasin aussi. Mais après, le vieux campeur est arrivé, et puis il est resté là. Il était la référence en alpinisme, et il l'est toujours, parce qu'en fait, un alpiniste qui a envie de trouver son matériel, c'est le seul endroit où il y a autant de références et d'articles. Enfin, je dirais, ils ont tous les modèles ici. Et du coup, c'est agréable de dire, bon voilà, j'ai toute la panoplie là, je sais ce qu'il y a sur le marché, et tout y est, quoi. Ce printemps, on a vu une photo qui a fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux d'un embouteillage au sommet de l'Everest. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'énerve. L'embouteillage au l'Everest, ce qui m'énerve, c'est que faire l'Everest pour l'Everest, quoi. Après, c'est peut-être moi qui suis complètement... je suis pas dans le coup, mais ça m'interpelle. Je me dis, mais pourquoi ils vont tous là pour dire qu'ils ont fait l'Everest, quoi.
ça me gâcherait tout le plaisir. La montagne, moi j'aime être tranquille, j'aime essayer de faire des choses que les autres nous ne vont pas ou ne font pas, parce que je veux être tranquille, quoi, toute seule. Toute seule, on vit encore l'aventure autrement, quoi. Alors dès qu'il y a du monde, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Et alors là, en plus, sur l'Everest, avec cet embouteillage, il y a d'autres voies à faire. Alors bon, après, c'est que des gens qui visiblement ne sont pas alpinistes. Puis je comprends. Non, c'est un truc que je comprends pas. Un vrai alpiniste ne doit pas aller là, quoi. En ce moment, il faut aller faire autre chose ou faire une autre période. À l'automne, c'est pas équipé, faut y aller à ce moment-là. Au moins, c'est un vrai Everest. Mais quand il y a du monde comme ça, surtout du bas jusqu'en haut, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Et il faut rester. Quand on est alpiniste, il faut essayer de rester, faire des choses un peu différentes à chaque fois. Enfin, pas faire ce qui a déjà été fait et puis. Pas suivre tout le monde, quoi. Il y a plein de choses à l'Everest à faire. Si par exemple l'arête ouest elle a été faite 13 fois, il y a un truc à faire là. Mais bon, après je peux pas leur dire faites ça parce que c'est engagé, quoi. Je veux pas non plus les pousser à se faire mal, quoi. Donc je peux pas donner de conseils. Mais il y a plein de choses, il y a des 5000, des 6000, des 7000, il n'y a pas besoin de faire tous les 8000 pour dire qu'on existe, quoi. Et faire des belles voies techniques, et ce que font les jeunes aujourd'hui. Là par exemple, quand on voit l'équipe de Elias Milroux qui a été au NUPC, c'est beau ça. Mais je trouve que l'Everest, on en parle trop, quoi. On en parle trop par la voie normale, parce que c'est juste la voie normale. C'est comme le Mont Blanc, hein. On parle du Mont Blanc par la voie normale, mais sur le Mont Blanc, il y a plein d'autres voies il n'y a personne, hein. Donc c'est... Voilà, après, la montagne est à tout le monde, et c'est sûr. Comment faire pour qu'il y ait moins de monde J'en parlais encore ce matin. Ce qui serait dommage, c'est que ce soit l'argent qui limite, et que c'est pas juste. Donc, mais en même temps, je ne sais pas comment ils vont faire. Ils vont être obligés d'en passer par là pour limiter le nombre de personnes. Parce que c'est juste impossible. Puis c'est dangereux. C'est dangereux pour les gens, pour la vie. Si tu pouvais repartir aujourd'hui avec 3 pièces du vieux campeur, 3 items, n'importe lesquels, qu'est-ce que tu prendrais ? Alors c'est une colle. Moi j'aime tout. Aujourd'hui, j'irai voir les livres, moi, parce que je suis passionnée de livres, et donc j'irai voir les livres et peut-être voir ce qui se fait en chaussures encore aujourd'hui cette année, chaussures légères, parce que j'ai vu que Scarpa faisait aussi des trucs là. Je vais aller voir juste. Mais a priori, pour aujourd'hui, ce serait des livres. Merci beaucoup Catherine Destivelle, on va pouvoir ouvrir le zip de cette tente et reprendre la vie normale et peut-être partir en montagne. Merci à toi. Merci à toi. Conversation sur la tente.